Dans cet épisode du balado compte complet. Moi, ce que j'aime moins, c'est que, bon, on l'associe, évidemment, associé aux Angels, associé à Shohei Ohtani. Donc, il y a encore cette tâche-là dans le dossier pour Ohtani. Je pense que Shohei aimerait vraiment qu'on tourne la page dans ce dossier-là. Puis là, oups, il y a un autre qui refait surface. Fait que c'est juste ça qui est un peu agaçant. Mais encore là, si vous avez commis un geste qui est illégal, bien là, il va falloir en subir les conséquences. Au jeu! Deuxième prise, compte complet. Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à compte complet, celui du 20 mai 2024. Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Marc, on va commencer par ce qu'on a vu de plus spectaculaire au cours de la dernière semaine. Et je pense que c'est pas mal unanime auprès des amateurs de baseball. C'est toute la puissance à tous égards déployée par les Yankees de New York qui n'ont pas perdu un match. 7 victoires de suite par les Yankees de façon assez spectaculaire. Certains diront qu'ils ont affronté les White Sox de Chicago. Attends une seconde. En début de semaine, c'était contre les Twins, qui était une des meilleures, sinon la meilleure attaque de la Ligue américaine au cours des 3 dernières semaines. Et on les a complètement dominés à tout point de vue. Ben, t'as raison qu'il faut donner un peu d'amour aux Yankees. C'est toute une machine actuellement. Rappelle-toi, avec le début de saison, Garrett Cole qui ne commençait pas l'année. Là, on se demandait, bon, est-ce que Judge va être en santé? Est-ce que Stanton va être en santé? Qu'est-ce qui va se passer avec Rizzo? C'est un point d'interrogation. Est-ce que la gang, la deuxième année, va frapper aussi Anthony Volpe? Il y avait quand même beaucoup de questions là, qui allaient remplacer Garrett Cole et tout ça. Ma foi, il faut se rendre à l'évidence que là, la machine fonctionne à plein régime. Tout le monde semble être sur de bonnes séquences. Tout le monde joue. Même Aaron Judge avait eu un lent début, Alain. Rappelle-toi, là, c'était pas facile, même en termes de puissance. Ça s'est drôlement bien replacé depuis. Je vais dire, de 1 à 9, ça peut faire très peur. En fait, les Yankees sont redevenus les Yankees. Et imaginez Garrett Cole qui a recommencé à lancer. Fait que lui sera de retour aussi éventuellement dans un avenir quand même assez rapproché. Alors, je vais te dire une chose, là, j'ai regardé les statistiques des Yankees, c'est vrai, on est de retour, il n'y a pas de doute là-dessus. Mm-hmm. Par contre, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont les Orioles de Baltimore dans les pattes. Alors, ça va créer, selon moi, une super belle course, certainement entre ces deux équipes-là, d'ici les prochaines semaines, très certainement. Mais bravo, tu sais, puis on donne pas souvent aussi le crédit à Aaron Boone. Il est souvent critiqué pour toutes sortes de raisons. Faut lui donner aussi le crédit d'être capable là, de garder ça à flot puis de créer une belle énergie à travers l'équipe. C'est à peu près le rôle qu'un gérant doit jouer aujourd'hui. Et il le fait de bonne façon. Alors, tu sais, je pense que l'effet Juan Soto a été, Alain... assez évident, parce que la qualité des présences au bâton, on en avait déjà, je sais que Rizzo est un joueur, bon, frappeur patient, tout ça, mais je pense que là, il est en train, à Juan Soto, de déteindre sur à peu près tout le monde, puis c'est ce qu'on anticipait, c'est ce qu'on souhaitait chez les Yankees, et c'est en train de se réaliser. Oui, on avait relevé, Marc, dans un de nos reportages, c'est assez récent, là, que les Yankees étaient l'équipe qui avait le plus de comptes qui favorisaient les frappeurs. Je parle de 3 balles, 1 prise et 2 balles, aucune prise. Donc, et on fait du dommage en plus. Ce qui n'était pas le cas, Marc, il y a une couple d'années. Et moi, tu me parles un petit peu de Giancarlo Stanton parce que il me semble que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans d'aussi bonnes dispositions. Bien, je pense que c'est le frappeur qui a le plus, puis là, je ne veux pas donner tout le crédit à Juan Soto, mais il y en a certainement, mais c'est le frappeur où j'ai l'impression que la préparation est meilleure. Tu sais, je ne parlerai pas d'élan, là. Je pense que vous connaissez l'élan de Giancarlo Stanton. D'ailleurs, statistiquement, là, ou en fait, au niveau des nouvelles données, Stanton, c'est lui qui a l'élan
la plus rapide. C'est autour de 80 000 à l'heure. Je parle de l'élan, là. Je parle pas du contact de la balle. Là. Je parle vraiment de générer. Donc, oui. Alors, Stanton est un des meilleurs. Donc, on sait qu'au niveau mécanique et tout ça, ça fonctionnait bien. Mais c'était au niveau de sa préparation. Quand je dis préparation, c'est le duel entre le lanceur qui est au monticule. Quel est son répertoire? Qu'est-ce que je vais aller chercher comme lancer? Est-ce que je vais aller me lancer sur ma force, c'est-à-dire le tir que je préfère, ou je vais être obligé de me lancer sur la force du lanceur, donc le meilleur tir du lanceur? Alors, il y a une sorte d'éléments là-dedans où je pense que Juan Soto, puis là, évidemment, je ne suis pas dans l'abri des Yankees, mais j'ai l'impression que c'est ce genre de discussion-là qu'on a eu probablement à plusieurs occasions entre les joueurs, incluant donc Juan Soto, et que là, tu as l'impression que Stanton recherche son tir ou ses tirs à lui. Et regarde, son taux de contact est plus élevé, il frappe des balles d'aplomb. Bon, ça, on le savait là, lorsqu'il met la patte dessus. Mais donc, cette approche qui est souvent négligée, on parle souvent de la mécanique, puis là, il lève ses mains, puis peu importe, là, je trouve ça le fun de voir qu'on semble avoir vraiment un plan, on semble l'appliquer, puis ça semble évidemment très, très bien fonctionner pour lui. Là. Ce qui me semblait, Marc, au cours des dernières années, puis peut-être même en début de saison, c'est que Stanton essayait d'avoir le dessus sur le lanceur, c'est-à-dire de jouer dans sa tête et tentait beaucoup d'anticiper le tir. On l'a vu s'élancer souvent, Marc, sur des tirs qu'il a ratés par beaucoup. Et ça, à mes yeux, ce que ça me disait, c'est que, il avait décidé de s'élancer avant que le tir arrive, en se disant, c'est ça qui s'en vient, puis tant pis si c'est pas ça. Ben, tu sais, Alain, il y a toujours un peu de ça. Parce que frapper une rapide tombante à 99 000 à l'heure, à quelque part, il faut que tu l'anticipes, tu comprends? Tu peux pas juste dire, je vais l'attendre puis je vais réagir. Alors, il y a toujours... Mais il y a une différence entre anticiper puis deviner. Alors, je vais carrément deviner, là, peu importe là, ce qui arrive, là, c'est que je vais m'élancer. Tandis qu'anticiper, c'est que il y a cette fraction de seconde où dire je m'attends à ça, mais je vais quand même avoir une petite idée lorsque la balle sort de la main du lanceur. Deviner, je la vois même pas, la balle sortir de la main du lanceur, je vais m'élancer. Donc, tu vois que c'est un peu subtil, mais tu fais bien de le mentionner. Puis c'est de là que je parle d'attendre un tir en particulier. Donc, c'est d'aller... Tu sais, souvent, chaque frappeur a une force. Et la force, parfois, ben, c'est le tir au coin extérieur, c'est le tir au coin intérieur, c'est le tir haut, c'est le tir bas. Bon, tout le monde est différent. Alors, dans le cas de Stanton, ou en tout cas, la plupart des frappeurs des Yankees, c'est ce qu'on semble réaliser, c'est que là, on attend notre tir. C'est sûr qu'une fois que tu as un compte de 2 prises, souvent, tu vas changer. Puis d'ailleurs, la donnée intéressante, Alain, sur les élans des frappeurs, la vitesse de l'élan des frappeurs, c'est qu'on réalise qu'il y a des frappeurs qui, à 2 prises, ça ne change pas du tout. Donc, ça veut dire que l'approche à 2 prises, je ne veux pas faire contact, juste contact, je veux la frapper d'aplomb. Mais il y a des frappeurs, comme par exemple Fernando Tatis Jr., où il y a 3 ou 4 000 à l'heure de moins à 2 prises. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une approche de contact, une approche où je laisse la balle entrer un petit peu plus. Bon, alors ça, c'est intéressant. Dans le cas de Stanton, il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence. Lui, il est à 80 000 à l'heure, à aucune balle, aucune prise, ou à 0 et 2. Mais je pense quand même que sa préparation est meilleure, son approche est d'autant meilleure, et ça fait une grande différence. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours se fier... Il ne faut pas toujours se fier à la mécanique, à la vitesse qui est produite ou peu importe. Il faut avoir une préparation. La qualité des lanceurs, elle est extrême. Là, je veux dire, on est dans 2024. Il n'y en a plus, les gars qui lancent 89, que la balle ne bouge pas. Là. Donc, il faut avoir une meilleure préparation. Puis cette meilleure préparation-là, ben, elle paraît énormément pour un gars comme Stanton. Mm-hmm. Oui. Écoute, on pourrait élaborer, on verra les Yankees ce lundi soir, d'ailleurs, sur nos ondes contre Seattle. Marc, écoute, je veux qu'on parle des arbitres aussi. C'est pas une très bonne semaine. On a été témoin, sur nos ondes de quelque chose que je n'avais jamais vu. On a dû refaire une présence au complet. Pas refaire, mais revoir, parce qu'on ne savait plus si on avait 4 balles pour un but sur balle. Et en fin de semaine, vers la fin de la semaine, en fait, Red Sox contre les Rays de Tampa, ben, on a dû à un moment donné compter le nombre de fois qu'un instructeur est venu et que le receveur est allé pour déterminer si, oui ou non, un instructeur des lanceurs pouvait se pointer au monticule
sans devoir changer de lanceur. Bon, les Rays se sont trompés, on avait mal calculé nos affaires, semble-t-il qu'on avait mal calculé le fait que le receveur était allé voir le lanceur plus tôt dans cette manche. Et vendredi, après la défaite des Twins du Minnesota contre les Guardians de Cleveland, il y a Carlos Correa qui est allé d'un commentaire que moi j'ai trouvé fort intéressant. Il s'est dit, bon, et ça c'est quelque chose que tu as souligné, il dit, ça vient un peu vite pour les arbitres, là, puis il dit, je me demande, bon, sans parler du repos comme tel, il dit, peut-être on pourrait les aider s'ils avaient accès là, aux mêmes ondes audio. Je dis les mêmes ondes parce que le frappeur, non, mais aux mêmes ondes audio que le receveur et le lanceur pour que l'arbitre sache qui s'en vient. Marc, t'en penses quoi, là? Écoute, j'ai pas parlé à des gens qui sont des arbitres de métier, qui sont là-dedans depuis longtemps, mais je vais te dire une chose. À première vue, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que, on le dit, l'œil humain, à un moment donné, là, c'est bien beau, là, mais 99, une balle qui bouge là, de plusieurs centimètres, puis ça bouge de droite à gauche ou de haut en bas. À un moment donné, c'est-tu une prise, c'est-tu une balle? C'est vraiment pas évident. Là. Alors, si l'officiel savait ce qui s'en venait, me semble que ça l'aiderait énormément. Tu sais, surtout qu'à Alain, on parle souvent de la fameuse balle courbe, là. La fameuse balle courbe midi 6, là, qui est très difficile au genou. Bien là, à ce moment-là, tu sais, l'officiel pourrait peut-être... Tu sais, bon, là, les gens vont dire, ouais, mais là, il va être influencé par... Mais moi, je pense que ça pourrait être une solution envisageable. Si jamais on veut encore une fois retarder la zone de prise électronique, c'est peut-être un avenue qui serait à explorer. Parce que j'ose imaginer que si tu le sais que c'est une balle rapide tombante qui s'en vient, ben tu peux peut-être appeler ce tir-là un peu mieux. Je ne suis pas arbitre, là. Je ne suis pas arbitre du tout, mais il me semble que ça serait fort intéressant. Moi, lorsque on a entendu ces propos-là, ma première réaction était très positive. Je trouve que c'est une bonne idée. Puis, ils ont besoin de toute l'aide nécessaire. Personne ne veut mal paraître sur un terrain, incluant évidemment les arbitres, là. Alors, tu veux rendre toujours la bonne décision. Puis, tu sais, au début même, on disait, lorsque la reprise vidéo est arrivée, ouf, il y en a plusieurs qui vont mal paraître. Et effectivement, c'est le cas. Mais il y en a plusieurs qui paraissent très bien aussi. Mais à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est que la bonne décision soit prise. Alors, si cet élément-là leur permettrait de prendre la bonne décision, ou en tout cas, ça les aiderait, certes, à comprendre un peu le mouvement sur la balle qui s'en vient, parce que c'est une surprise pour eux, comme le frappeur, là. Alors, moi, je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est faisable? J'imagine que oui. Est-ce que le baseball va réagir suite aux commentaires de Correa? On verra bien. Mais à première vue, je trouverais ça positif. Il faudrait évidemment parler à des officiels, là, mais ma réaction est positive au départ. Oui. Écoute, moi, ce qui me frappe un petit peu là-dedans, Marc, c'est que depuis le début de la saison, on a parlé peut-être un petit peu trop des arbitres. C'est pas normal. Normalement, on devrait se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain. Ce serait peut-être le temps là, d'y aller d'un examen de conscience là, sur le travail de façon générale des arbitres là, dans le baseball majeur. Là. Je ne parle pas juste derrière le marbre, là, mais dans son ensemble. Ben, écoute, on l'a tous remarqué que c'est une saison difficile à bien des écarts, mais tu sais, moi, ce que j'aimerais savoir, Alain, c'est qu'après un match, est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a une rencontre de fait, est-ce qu'il y a un post-mortem vis-à-vis certaines décisions? Parce que c'est vrai que, tu sais, au baseball, on dit souvent, si un joueur commet toujours la même erreur, à un moment donné, on va le tasser. Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est le cas avec les arbitres? On ne le sait pas. Mais chose certaine, je trouve ça intéressant qu'un joueur amène cette proposition-là, puis j'espère qu'on va au moins l'étudier. Oui. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Marc, c'est le temps de la question de la semaine. C'est relié au sujet dont on vient de parler. La question qui est présentée par Sylmar Autoville, c'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Donc, croyez-vous que les arbitres devraient avoir accès aux moyens de communication des joueurs, receveurs, lanceurs pour les aider dans leur évaluation des brises ou des balles? Donc, vous pouvez vous prononcer, que ce soit encore sur Facebook, facebook.com/compte complet balado, sur notre site internet également, comptecomplet.com.
Alain, je vous rappelle évidemment à tous le commanditaire principal, notre commanditaire principal Plan de match, c'est la boutique de baseball à Boucherville. J'y suis d'ailleurs présentement. Allez sur le site web boutiqueplandematch.com. Évidemment, c'est la place pour aller chercher votre équipement de baseball. Il y a aussi cage de frappeur et tout ça. Plan de match donc à Boucherville, c'est l'endroit idéal. Je vous le recommande fortement. Je vous rappelle aussi pour nous rejoindre facilement, en fait, pour nous écouter ou nous regarder facilement, allez sur notre site web www.comptecomplet.com. Marc, au cours de la dernière semaine, on a appris que il y a des équipes qui ont commencé à évaluer la dépense d'énergie de leurs joueurs. Et quand on parle de dépense d'énergie, c'est-à-dire tout, les déplacements sur le terrain, pendant les entraînements, les voyages en avion, etc., etc. Bref, ça regroupe un paquet de données à partir desquelles on veut tenter de minimiser, si tu veux, le poids d'une saison complète sur les épaules d'un joueur. Moi, j'aimerais ça t'entendre sur ton expérience à toi, parce que tu as évolué dans une ligue où c'est peut-être la ligue la plus exigeante, c'est la ligue de la Floride. Pourquoi? Écoute, je suis allé en Floride une fois en plein milieu de l'été, là, et ce qui me revient à l'esprit, Marc, c'est un sauna à ciel ouvert. Jouer au baseball dans de telles conditions, c'est extrêmement pénible et difficile. Écoute, à Floride, tu ne penserais pas qu'on aurait des stades avec des toits. Oui, c'est presque un prérequis d'ailleurs. Comment t'accueilles, toi, cette nouvelle façon d'évaluer les joueurs? Là, on parle de leur rapport énergétique. Est-ce qu'on n'arrête pas le progrès? Hein? Je veux dire, c'est pas les rotations de balles. Là, on est rendu, évidemment, dans l'énergie des joueurs. Écoute, c'est pas inintéressant. Je veux dire, chaque chose nous amène des données qui sont qu'on n'avait pas. Et la première personne à qui j'ai pensé, c'est Cal Ripken Junior, lorsque, évidemment, sa séquence de match. Et je me dis, à un moment donné, c'est sûr que... Parce que comment ça fonctionne, finalement, là, c'est que on évalue, évidemment, l'apport énergétique, puis à un moment donné, il y a une lumière rouge qui s'allume pour dire, là, lui, il est susceptible d'avoir une blessure. Il est rendu là, avec un taux d'énergie peut-être un peu plus bas, ou en tout cas, alors c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, on a la lumière verte où tout ça va bien, puis à un moment donné, la jaune, puis là, la rouge. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, pour vous résumer ça très rapidement. Alors, dans le fond, là, autrement dit, moi, j'étais un voltigeur, Alain, un voltigeur de centre, ou peu importe. Alors, c'est tout ce qu'on calcule, là, en fait, c'est que la course entre les manches, donc le petit jogging que tu prends là, jusqu'à ta position, tu vas le faire, évidemment, 18 fois dans le match. Après ça, si tu frappes des doubles, des triples, puis tout. Alors, c'est tout ça qu'on va calculer. Je trouve pas ça inintéressant, mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui vont être un peu plus affectées. Alors, tu parlais de la Floride, là, c'est sûr que les équipes de la Floride jouent dans des stades couverts, ce qui les aide très certainement. Mais moi, j'avais joué à l'époque dans la Ligue de la Floride. Tu sais, Alain, c'était... Je veux dire, aujourd'hui, je m'imagine même pas de faire ça, là, être en mesure de le réaliser, parce que le taux d'humidité est tellement élevé. Puis oui, la fatigue s'installe rapidement, puis il faut trouver des trucs pour récupérer. Encore une fois, c'est une nouvelle façon de faire où il faut juste pas trop tomber en amour avec ça. Tu sais, Alain, lorsque Moneyball est arrivé, là, il y en a qui ont tombé en amour, c'était que Moneyball. Après ça, on est arrivé avec des statistiques avancées, c'était que les statistiques avancées. Là, on est arrivé avec, c'est toujours l'équilibre dans tout ça là, que je préfère, mais je trouve pas ça inintéressant, mais ça va être encore difficile, selon moi, à calculer à bien des égards, parce que, il y a des équipes du Nord, des équipes du Sud, est-ce que ça va faire une différence? Est-ce qu'un voltigeur de droite où son abri est toujours du côté du troisième but, c'est des courses plus longues, est-ce que, tu comprends? Je sais pas jusqu'à où ça peut nous mener. Je trouve ça intéressant de l'essayer, de voir si c'est vrai, est-ce qu'on peut éviter des blessures? Tu sais, pour des lanceurs aussi, est-ce que ça peut faire éviter des blessures? Je te dirais que c'est au niveau des lanceurs, moi, que j'aime davantage, c'est peut-être cette nouvelle donnée, parce qu'on sait que le nombre de blessures au niveau des lanceurs est énorme, puis on sait que c'est associé beaucoup à la vélocité, mais peut-être qu'avec
avec une façon de faire de la sorte, on pourrait peut-être dire, ben écoutez, là, ça va bien, mais on est à la limite. Est-ce qu'on lui donne une journée de congé de plus ou deux, ou on le fait sauter un départ? Ça, je trouverais ça intéressant si on était en mesure de calculer ce genre de choses-là et éviter donc ces nombreuses blessures, surtout à des lanceurs. Oui. Deux choses, Marc. La première, c'est, moi, je pense que cette façon de faire s'applique, je sais qu'on le fait au basketball, mais ça s'appliquerait beaucoup plus à mes yeux au hockey. Mais il faut que tu tiennes compte de la spécificité de chacun. Oui, exact. Tu sais, il y a des gens qui vont au repos. Bon, le battement cardiaque d'une personne à l'autre, c'est pas la même chose. Ça, ce que ça veut dire, c'est que, bon, la lourdeur de ce qu'on peut demander à quelqu'un, à un joueur, n'est pas la même que l'autre. Tu sais. Donc, il y a ça dont il faut tenir compte, je pense. Et l'autre, Marc, le voyagement. Les Mariners de Seattle, c'est l'équipe qui voyage le plus. Ça, j'espère que les Mariners en tiennent compte. Et ça, j'espère qu'on n'a pas juste commencé hier à le faire. Là. Moi, c'est un des aspects que j'ai regardé, la spécificité des joueurs et surtout le dossier particulier des Mariners de Seattle. Et ce à quoi j'ai pensé aussi, c'est, Marc, je ne comprends pas encore. En fait, oui, je sais pourquoi, mais je pense qu'il serait temps qu'on pense à d'autres choses. Je ne sais pas comment ça se fait que les équipes n'ont pas commencé encore à gérer leur lanceur partant mieux qu'on le fait présentement. Comment ça se fait que le lanceur partant qui commence une série dans une autre ville ne va pas dans cette ville-là à l'avance des autres? Chose qu'on a déjà fait, là. On l'a déjà fait. Je sais pourquoi ça ne se fait pas. Il y a une question de privilège de joueurs. L'association des joueurs n'est pas très chaud à l'idée. Les joueurs, disons-le, Marc, quand ils voyagent par vol nolisé, sont dans un confort qu'ils n'ont pas, même sont en première classe dans un vol commercial. Il y a de ça un peu là-dedans. Mais à un moment donné, les équipes, si on veut optimiser les performances de nos joueurs, je pense qu'il va falloir passer par là. Puis je sais que les lanceurs partants, ils seront peut-être pas chauds, veulent rester avec leurs coéquipiers et tout ça, mais dans un contexte de compétition extrêmement élevé et où la science prend de plus en plus de place, moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir l'exiger de la part des lanceurs. Ben, en tout cas, ces nouvelles données peut-être nous confirmeront ce que tu dis, Alain, qu'effectivement, une bonne nuit de repos, parce que pas évident, là, si un lanceur partant, lance, je sais pas, le vendredi soir, puis le jeudi, le match s'en va en manche supplémentaire, puis ou un délai de pluie, puis finalement, tu rentres à 3-4 heures du matin. On sait que dans les avions, là, c'est pas tout le monde qui dort très, très bien, là. D'arriver, alors peut-être que c'est dans cette optique-là qu'on va pouvoir être en mesure de dire, là, effectivement, il faudrait que les gars s'assurent d'une bonne nuit de repos ou certainement là, de ne pas voyager de la sorte. Mais c'est drôle parce qu'on le faisait à une certaine époque. Moi, je me souviens, lorsque je tentais de signer un contrat professionnel, j'étais allé à Toronto à quelques reprises, les Blue Jays qui m'avaient invité. Et je me souviens très bien parce que le fameux chauffeur qui était venu me chercher à l'aéroport me disait, moi, je m'occupe d'aller chercher le lanceur partant si, évidemment, l'équipe était à l'étranger et que le prochain match était à Toronto. Lui allait chercher ce joueur-là, ce lanceur-là, en fait, le lanceur partant, la veille. Alors, ça se faisait, donc, évidemment, à l'époque. Mais tu as raison, évidemment, pour toutes les raisons que tu as mentionnées, que ça se fait beaucoup moins. Mais chose certaine, tu as raison de mentionner la spécificité. On pense aux receveurs aussi. Là, les receveurs qui agissent là, par rapport, par exemple, à un voltigeur ou peu importe, un autre joueur. Donc, j'ai hâte de voir les premières données de tout ça. Mais on semble très, très excité là, chez le baseball majeur. C'est en collaboration avec Google, le Google Cloud. Pas Google Cloud, mais Google... en tout cas, c'est les gens de Google qui sont aussi associés là, avec pour aller chercher toutes ces données-là. Écoute, on n'arrête pas le progrès, comme j'ai mentionné au départ, mais j'ai hâte de voir ça va nous mener où. Puis si, Alain, ça peut éviter des blessures, c'est ça que je vais trouver le plus intéressant, parce que j'ai adoré, j'ai apprécié la carrière de Cal Ripken, mais je suis convaincu qu'une couple de journées de repos là-dedans aurait peut-être aidé sa cause au niveau statistique. Là. Ça, je pense que c'est assez évident. Là.
Bon, écoute, Marc, on va peut-être être là dans une vingtaine d'années. Et pendant qu'on parlait, je pensais, regarde hier soir, là, les Braves d'Atlanta jouaient contre les Padres de San Diego. S'il y avait des releveurs qui n'étaient pas disponibles parce qu'ils avaient lancé pendant 2-3 jours de suite, on aurait pu les envoyer chez eux avant que le match finisse. Là. Tu comprends? Parce qu'ils ont un double demain. Là. Demain. Ce lundi, ils ont un double, donc... Peut-être que je sais que les joueurs arrivent plus tard lorsqu'on a un programme double. Le premier match même est avant 13 heures. Donc, il me semble que hier, c'est un bon exemple où l'application aurait pu se faire. Mais oui, mais encore une fois, bon, tu as tout l'esprit d'équipe, puis tu as tout. Il y a d'autres facteurs à évaluer que celui-là. Mais comme j'ai mentionné, chose certaine, si ce nouveau système-là nous permet de prendre de meilleures décisions ou de comprendre mieux ce genre de décisions-là, ben, pourquoi pas? Là. Moi, je trouve ça intéressant, mais j'ai hâte de voir les premières données sortir. C'est le temps de la carte sportive, qui est une présentation de card-union-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. Je ne sais pas si lui a monitoré son niveau d'énergie pendant qu'il jouait. Marc, George Herman, Babe Ruth, qui était actif autant sur qu'en dehors du terrain. Et on est en fin de carrière. C'est une carte de 1933. Goldie Gum, cette série R319. Ça, c'est la série. La carte de Babe Ruth était la numéro 181. On dit que l'ensemble Goldie Gum de 1933 est vu comme l'ensemble qui a lancé l'âge d'or des collections des cartes. Donc, c'était des illustrations couleurs avec un fond coloré et non noir. Le préfixe R319, ça désigne les ensembles des cartes des années 30 associées à... Marc, tu te rappelles des gumballoons des cartes des années 70? Ben, ça date pas d'hier, là. Babe Ruth, dans cet ensemble de 240 cartes, au total, il paraît 4 fois au total. Marc, je m'imagine mal Babe Ruth se soumettre, lui, à quelques dictats que ce soit par rapport à sa dépense d'énergie. Non, une autre époque complètement. Là. Lui, évidemment, c'était pas les stéroïdes. Là. Je pense que c'était plus les hot dogs dans le cas de Babe Ruth, mais ça reste l'emblème du baseball quand même et tout ce qu'il a réalisé. On va se dire, c'est lui qui a vraiment mis le baseball là, sur la carte, puis sans faire de jeu de mots. Là. Et non, vraiment, c'est un... Comme j'ai mentionné, c'est l'emblème du baseball, même si le baseball a beaucoup évolué. Là, tu regardes le physique de Babe Ruth, tu regardes le physique des joueurs actuels, là, mais ça reste évidemment le joueur associé au baseball. Et Marc, je veux juste rappeler une chose, quand on parle de Babe Ruth, qui a transformé évidemment la façon dont le baseball a été joué. Et quand il a commencé, il y a beaucoup de spécialistes, d'observateurs du baseball qui n'aimaient pas cette façon de faire. Ça me dit vaguement quelque chose, ça, avec les nouvelles tendances. Mais bref, tout ça pour dire que le changement apporte toujours son lot de critiques. Alain, c'est le moment du segment Baseball Québec et évidemment, c'est le début de la saison, autant dans toutes les catégories. Ça inclut aussi la Ligue de baseball junior élite du Québec, la Ligue senior également. Alors, bonne saison évidemment à tous. Le sujet aujourd'hui, c'est au niveau des entraîneurs. Vous savez, ce sont pour la grande majorité, en fait, là, surtout dans le baseball mineur, des bénévoles, des papas, des gens qui s'impliquent. Et c'est pas facile, le rôle d'entraîneur. Moi, je me rappelle de tous mes entraîneurs, là, même ceux de Moustique, Pee-Wee. Je me rappelle d'eux pour des très bonnes raisons, d'autres pour des moins bonnes, mais j'ai pas mal appris de tous mes entraîneurs. Alors, le message aujourd'hui, c'est faites attention, dans le sens que vous avez... Tous les entraîneurs ont une importance dans l'été plus jeune, là, particulièrement cet été. On joue un rôle plus important que les gens pensent. Tu sais, un papa qui va s'impliquer, ben je vois qu'il n'y a pas d'instructeur, je vais m'impliquer. Mais les autres joueurs dans l'équipe aussi sont importants. Et ce que je veux dire, c'est qu'on joue un rôle donc important. Et vous savez, la victoire ne fait pas foi de tout. Et c'est important de le comprendre parce que je sais qu'on se fie beaucoup à l'affiche, puis là, j'ai été entraîneur, puis j'ai gagné, puis on a gagné la saison. Mais dans le fond, là, Alain, l'important, c'est quoi? C'est de s'assurer que les jeunes passent un bel été.
Puis c'est pas toujours facile parce que je sais qu'aussitôt qu'on embarque, puis c'est compétitif, puis on veut gagner à tout prix. Mais à la fin de la journée, est-ce que vos 11, 12, 13 joueurs, peu importe le nombre de joueurs, est-ce qu'ils ont passé un bel été? Est-ce qu'ils ont eu du plaisir? Est-ce que vous arrivez à la pratique avec le sourire? Puis est-ce que c'est... alors, c'est ça, je pense, qui est important pour les entraîneurs. Le plus important, c'est... Tu sais, Alain, on dit souvent, ça joue comme c'est mené. Même dans le baseball majeur, ben c'est la même chose au niveau des ligues mineures. Alors, tu sais, assurez-vous d'être bien préparé pour vos pratiques. Les jeunes le sentent si c'est le cas. Assurez-vous que ce soit toujours un endroit agréable à venir. Gagne ou perd, on peut trouver le moyen des solutions. Je parlais des gens, tu sais, de dire que des présences au bâton, laissez faire les statistiques. Il y a des présences au bâton de qualité qu'on peut créer. Puis Baseball Québec il y a 1001 programmes qui permet là, d'aller chercher des outils, donc de bien comprendre c'est quoi être un bon entraîneur ou c'est quoi aussi une bonne présence au bâton, qui n'est pas seulement le coup sûr. Ça peut être, par exemple, une présence de 8 lancés. Ça peut être une présence où tu n'étais aucune balle 2 prises, puis tu es allé soutirer un but sur balle ou avoir une autre bonne présence. Donc, il y a un paquet de choses qui peuvent aider les entraîneurs à faire comprendre aux joueurs que le baseball, c'est le fun, même si on est retiré. Tu as fait ton travail même si tu as été retiré, parce qu'il ne faut pas l'oublier, que ce soit dans le baseball majeur ou dans le baseball mineur. T'es retiré 7 fois sur 10, puis t'es bon là, comme frappeur. Alors, bonne saison aux entraîneurs. Je voulais juste vous passer le petit message là, de juste s'assurer que tout le monde passe un bel été. Ça inclut les parents aussi. Je sais que les parents, c'est pas toujours évident, mais communiquez avec les parents en début de saison pour leur dire comment vous allez fonctionner, puis ça va vous aider tout au long de la saison. Et je termine en disant, n'oubliez pas le fameux 50-50 de Baseball Québec. Allez sur labaldor.com. Évidemment, c'est un 50-50. Ça va être un tirage à la fin de l'année, au mois de décembre, mais on commence déjà. Alors, vous pouvez acheter vos billets sur laballe.com. Et tout ça, évidemment, cet argent-là va à la Fédération de baseball, qui va aider évidemment au développement des jeunes. On est à 4 000 $ maintenant. Alors là, l'été commence, la saison commence. Allez mettre un petit 5 ou 10 $ peu importe, si vous avez cet argent-là. Et ça va aider évidemment pour le reste. Et ça sera des magnifiques prix. Il y aura des magnifiques prix à la fin de la saison. Et pas seulement le fameux tirage moitié-moitié, mais d'autres prix qui seront inclus également. Oui, merci beaucoup, Marc, pour ce message qui, en fait, pourrait s'adresser à pas mal tout le monde impliqué là, dans le baseball mineur. Les Blue Jays de Toronto, Marc, bon, une semaine plutôt ordinaire. Là, on est lundi matin, les Blue Jays sont à 3 matchs et demi d'une place en série. C'est la situation actuelle. La dernière place, là, il y aurait une égalité présentement entre les Twins du Minnesota et les Rays de Tampa pour la dernière place en série dans la Ligue américaine. La bonne nouvelle, c'est que dimanche, Alek Manoah, il est allé d'une performance, en fait, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu comme ça, digne de son année recrue et de l'année où il a été parmi les finalistes au trophée Cy Young. Est-ce que ça va durer? On va attendre que l'échantillon soit un peu plus large, mais ça fait quand même quelques départs de qualité. Là, j'ai inclus son dernier départ au niveau 3A. On parle de 3 sorties sur 4 là, qui sont de bonne qualité. Certainement, sa dernière est impressionnante. Là, vraiment, on a senti un Manoah qui est encore plus impliqué. Il n'a pas raté beaucoup de cibles de son receveur. Tu sais, je veux dire, les rapides un petit peu hautes là, qui sont tannantes, il allait les chercher. Ses balles glissantes avaient beaucoup plus de mordant. Son attitude aussi... semblait un petit peu plus près de l'arrogance là, que ce qu'on avait vu là, dans les dernières sorties, évidemment, parce que ça allait pas bien. Ouais. Très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Est-ce qu'on va quand même se donner un échantillon un petit peu plus grand pour voir est-ce que c'est vraiment le retour de Manoah? Mais ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine du côté des Blue Jays de Toronto. Le problème, c'est que Manoah ne frappe pas. Dans le sens que c'est bien beau avoir tout le talent nécessaire au monticule. Tu sais, si tu divises ça un peu, Alain, si tu te fais au partant des Blue Jays, c'est une équipe qui devrait faire les séries, parce que la qualité des lanceurs partants y est. En relève, c'est plus difficile. Tu sais, je regarde Swanson, Pearson est décevant. Moi, présentement, la relève ne me permet pas de dire que c'est une relève qui va permettre aux Blue Jays d'être en série. Et l'attaque, c'est même pas une attaque qui va permettre à son équipe de jouer pour 500.
Alors, mélanger tout ça, est-ce qu'on va être en mesure de faire les séries ou non? Moi, je pense que ça va être très difficile. Par contre, on réalise aussi, Alain, que peut-être jouer pour 500 va nous permettre d'entrer en série. Bon, on verra après les 162 matchs. Mais tu sais, j'ai eu des discussions intéressantes au cours du week-end dernier et qui m'ont amené à penser évidemment aux Blue Jays de Toronto. Puis il y a une réflexion pour dire, Alain, puis là, je sais qu'on tape sur ce clou-là souvent, mais c'est de dire, il y a des équipes, et pas tous, évidemment, il y a des équipes qui vont très, très bien à certains égards, mais il y a des équipes qui sont gérées par des gens qui ne connaissent pas le baseball. Puis c'est une discussion qui m'a amené à un moment donné à dire, c'est vrai. Puis il ne faut pas que tu ailles jouer seulement pour être un bon dirigeant. Tu pourrais être un entraîneur de carrière, peut être mais il faut que l'aspect terrain soit considéré. Et l'aspect terrain, tu peux être un directeur général qui passe son temps sur le terrain, là. Mais il y a trop d'équipes encore qui sont gérées par des gens qui ont des diplômes en whatever, là, mais qui prennent des décisions. Puis je reviens souvent à ça, mais l'aspect humain, l'aspect terrain qui est souvent trop négligé. Tu sais, je regarde les Blue Jays. Bon, enfin, Springer ne fera plus premier. Puis là, Alain, rappelle-toi, un des premiers balados qu'on a dit, j'ai dit non, Springer ne devrait pas être un premier frappeur. Je pense qu'il est temps de comprendre que ça va donner un petit peu plus de punch à l'attaque, compte tenu qu'on en a perdu des frappeurs importants chez les Jays dans les dernières années. Pourquoi qu'on ne le met pas là, un petit peu plus bas dans la formation et que Schneider ou Biggio pouvaient frapper premier. Ça a pris du temps. Là, Biggio ne connaît pas une bonne saison, mais Schneider en connaît une bonne. Ça, je trouve ça intéressant, mais on dirait qu'on s'obstinait à garder Springer au premier rang, alors que tu le sais bien statistiquement, Alain, ça faisait pas de sens de le garder au premier rang du rôle offensif. Oui. Alors, c'est plate qu'il faut se retrouver dans des situations où on ne joue pas pour 500, on en arrache, on ne performe pas, on a Ross Haskins qui s'en va parler aux médias pour dire on va leur donner du temps, on a confiance à ce qu'on a à l'interne. Mais honnêtement, Alain, là, tu regardes la formation à l'attaque, là. Je ne parle pas des lanceurs partants, je parle de la formation des Jays. C'est pas une attaque dangereuse. C'est même pas une attaque qui intimide à ce point-là. Donc, pourquoi pas aller chercher de l'aide plutôt que tard? C'est ça que j'aime moins de ce que j'ai vu de Ross Haskins lorsqu'il a rencontré les médias au cours de la dernière semaine. Oui. Écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'effectivement, là, les Blue Jays, le pire, Marc, c'est que je ne dis pas qu'ils sont sur du temps emprunté, mais il faut revirer le bateau de côté et vite. Parce que je regarde le différentiel. Le différentiel démontre qu'ils ont récolté plus de victoires qu'ils auraient dû en avoir. Ça veut dire, Marc, qu'on a joué un peu de chance depuis le début de la saison du bon côté. Si à un moment donné, on n'augmente pas notre niveau de jeu, je m'excuse, là, mais on va glisser pas mal plus vite qu'on pense. Je suis totalement d'accord avec toi. On est encore la pire équipe avec des coureurs, pour la moindre au bâton, avec des coureurs en position de marquer. C'est un élément clé, ça. C'est un élément clé. Donc, on n'est pas capable. Le Turner qui est tombé, tu sais, je pensais que Turner allait avoir une grande influence. Je pense qu'il en a une. Mais là, c'est lui qui a tombé un peu au combat où c'est plus difficile pour ses présences au bâton. Vlad continue de frapper la balle d'aplomb, mais continue de frapper la balle au sol. Bichette, c'est correct, mais écoute, ça fait quelques fois qu'on parle des Blue Jays, puis de semaine en semaine, on ne voit pas nécessairement une grande amélioration qui va nous permettre de croire qu'il y a un changement drastique en attaque qui est en train de en on le voit là, lorsqu'il y a des qualités. Tu sais, Alain, on regardait Bogaerts dans le match de dimanche, là, qui en arrache un petit peu, puis on l'a vu travailler, aller frapper entre ses présences au bâton, sous les gradins dans la cage des frappeurs. Puis tu regardes la qualité de ses présences au bâton, tu as l'impression qu'il va s'en sortir. La qualité de ses contacts sont là, et s'élance moins sur des tirs de la zone des prises, tu comprends? Mais chez les Jays, c'est dur de voir qu'on est capable. Tu sais, hier, ça a été très bien. Là, en fait, hier, c'est dimanche. Là, ça a été bien, mais c'est une erreur qu'a commis des Rays qui a un petit peu ouvert la porte. Il y a eu des coups sûrs importants, mais chaque point il semble difficile à aller chercher du côté des Blue Jays de Toronto. Alors, tu sais, tu as raison de dire que il va falloir réagir plus tôt que tard, parce que moi, je pense que si on est trop patient,
on va se creuser un trou qu'on ne sera pas capable de surmonter. Et la fenêtre, c'est maintenant, là. Elle est maintenant, la fenêtre. Alors, il faut... c'est pas évident, là, mais il va falloir réagir plus tôt que tard. Bon, Marc, rapidement, dernier dossier, c'est celui de David Fletcher. Il appartient aux Braves d'Atlanta. Il est dans les ligues mineures. Il a fait un court séjour avec les Braves plus tôt cette année. Il avait signé un contrat de plusieurs saisons avec les Angels. En fait, c'était peut-être le joueur qui était le plus proche de Shohei Ohtani. Et là, serait sous enquête en raison d'allégations selon lesquelles il aurait parié par l'entremise d'un preneur au livre illégal. C'est pas qu'il a parié sur le baseball, sauf que les règles du baseball majeur sont claires. Tu peux parier, pas sur le baseball, mais tu peux parier de façon légale. Et si tu le fais par l'entremise d'un preneur au livre illégal, tu es soumis à des sanctions très sévères. Est-ce qu'on va revoir David Fletcher dans le baseball majeur? Là? À la lumière de ça, Marc, l'enquête n'est pas encore terminée. On parle d'allégations, mais ça ne regarde pas bien. Bien, ça ne regarde pas bien pour Fletcher, évidemment, mais tu as raison, il faut attendre la fin de l'enquête. Moi, ce que j'aime moins, c'est que, bon, on l'associe, évidemment, associé aux Angels, associé à Shohei Ohtani, donc il y a encore cette tâche-là dans le dossier pour Ohtani. Je pense que Shohei aimerait vraiment qu'on tourne la page dans ce dossier-là, puis là, oups, il y a un autre qui refait surface. Fait que c'est juste ça qui est un peu agaçant, mais encore là, si vous avez commis un geste qui est illégal, ben là, il va falloir en subir les conséquences, mais écoute, les joueurs sont exposés à ça. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent, c'est des gens qui ont des contacts, alors sont exposés à ça. Donc, c'est comme n'importe quel autre aspect de la vie, que ce soit de la drogue ou peu importe. Je veux dire, les joueurs professionnels, les athlètes professionnels sont exposés à ce genre de choses-là. Il faut juste faire attention, mais c'est une tâche là, qu'on aimerait évidemment s'assurer. En fait, il faut s'assurer que ces exemples-là font en sorte que les autres n'iront pas dans cette direction-là. Exact. Là. Mais Marc, comme à chaque semaine ou presque, on présente 3 matchs au cours de la semaine, et c'est quand même des matchs plutôt relevés. Donc, l'horaire des matchs, commandité encore une fois, c'est présenté par la boutique des fans, votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection à Hawkesbury, c'est à moins d'1 heure de Montréal. En plus de vous offrir des cartes Pokémon, Magic the Gathering et des figurines Funko Pop, on vous invite à consulter le site internet laboutiquedesfans.ca. Excellent pour les collectionneurs. Donc, 3 matchs. Les Yankees ce soir, ce lundi, contre les Mariners de Seattle, match présenté à RDS à 19h. Mercredi, 19h30, on verra les Cubs de Chicago contre les Braves d'Atlanta. Ce sera RDS également. Et dimanche, on reverra les Cubs, une des plus vieilles rivalités de la Ligue nationale. Ce sera contre les Cards à Saint-Louis. Comme chaque dimanche, ce sera compté de 19h, match présenté à RDS 2. À moins qu'il y ait des changements, on l'a déjà mentionné, il y a plusieurs séries éliminatoires, que ce soit au hockey ou au basketball, donc ce sera à suivre. J'espère que ce balado vous a plu. On vous souhaite une excellente semaine de baseball. À très bientôt. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.